3 blocs, aucune majorité absolue en perspective, des institutions paralysées comme elles ne l'ont jamais été depuis le début de la Ve République. Alors que les députés élus hier ont fait leur premier pas à l'Assemblée, les états-majors cherchent la solution qui serait la plus favorable à leur camp. Marie Chantret et Serge Jou. Effervescence au Palais Bourbon ce lundi. Les vacances scolaires ont débuté, mais c'est bien jour de rentrée à l'Assemblée nationale. Des petits nouveaux qui vont découvrir leur bureau et des habitués soulagés de leur réélection. Ça ne paraissait pas gagné d'avance. J'ai écouté avec intérêt les pronostics et donc je suis d'autant plus fier d'être là. Une ancienne première ministre qui retrouve son ancien directeur de cabinet, désormais député du nouveau Front populaire. J'attends de voir où sont mes camarades, voilà. Je découvre, vous savez. Retrouvailles inattendues, interviews et séances photos au programme. Le retour dans l'hémicycle ne sera que dans 10 jours. Mais certains ont des messages très politiques à faire passer, comme pour le ministre de l'Intérieur, réélu dans le Nord. Alors nationalement, je pense que personne n'a gagné et qu'il faut donc éviter la prétention. Pas de majorité absolue pour aucun bloc politique, la leçon de ce second tour. Ce qui oblige le président à gouverner autrement. Ce matin, Gabriel Attal, après s'être montré au travail avec ses équipes sur les réseaux sociaux, est allé remettre sa démission à Emmanuel Macron, mais il ne partira pas tout de suite. Le président de la République a demandé à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays. Mais qui nommer à Matignon ensuite? Emmanuel Macron souhaite prendre son temps pour voir comment se structure l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les regards sont tournés à gauche, arrivé en tête. Le nouveau Front populaire cherche Premier ministre. Après avoir savouré la victoire hier, les réunions à huis clos se sont enchaînées. Ce qu'il va falloir que nous inventions, c'est une autre manière de gouverner. L'Alliance de gauche se laisse plusieurs jours pour décider. Au QG du RN, les réunions se sont aussi enchaînées. Le jour d'après est plus compliqué qu'espéré. Le RN, 3e force politique, Jordan Bardella ne sera pas Premier ministre. Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, il écrit « La démocratie est ainsi faite, avec ses victoires et ses amertumes ». Le RN et ses alliés remportent 55 sièges de députés supplémentaires. Jamais le parti lepéniste n'a fait entrer autant d'élus à l'Assemblée nationale. Pour comprendre l'état d'esprit des Français, nous sommes allés dans une circonscription dont le résultat est similaire à quelques décimales près au résultat national. Direction donc la 8e circonscription de Seine-et-Marne. Là, comme ailleurs, la situation politique est illisible. Esther Lefebvre, David Pires et Patrice Bazerque. À 40 km de Paris, nous avons sillonné cette circonscription pour vous poser la même question. Bonjour madame, comment vous vous sentez au lendemain de ces élections? Mal. Vraiment mal. Je me sens très bien. Très très mal. Soulagée. Soulagée. Oui, exactement. Franchement soulagée. Voilà. Un peu perdue. Je suis inquiète. Des avis divisés, comme dans ce café de Montévrain. Je suis content. Bon, maintenant, il faut voir. Cet ancien chauffeur routier est d'humeur badine. Benjamin, je lui ai dit de se présenter, il ne veut pas. Mais derrière le bar, le patron rit jaune, inquiet que le nouveau Front populaire puisse augmenter le SMIC à 1 600 €. 1 600 €, si on inclut toutes les charges patronales, forcément, oui, c'est très inquiétant. Oui. Devant le supermarché, nous rencontrons Yamina. Elle a voté pour le nouveau Front populaire, arrivé en tête, mais n'est qu'à moitié rassurée. Je pense que pour nous, en tant qu'enfants d'immigration, ça aurait pu être compliqué. Il y a eu barrage, mais ça sera peut-être pas forcément tout le temps. Donc voilà. Et dans chaque réponse, ces mêmes interrogations. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, surtout. Donc, qui va être le nouveau Premier ministre? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une dissolution du nouveau Front populaire? Devant l'école, ce retraité attend avec impatience la reprise des débats parlementaires. Là, ils vont se battre. Je me marre, c'est presque meilleur qu'un film de Fernandel. Tellement que c'est rigolo à regarder. Excusez-moi, mais les mômes dans les écoles, ils sont plus sérieux qu'eux. Le scénario d'une France ingouvernable. J'espère que tout va bloquer et qu'on va rien faire pendant 2 ans. Cet électeur du RN le souhaite. Vous pensez que c'est pour 3 ans et après c'est fini? J'espère que dans 3 ans, le RN passera. En attendant, qui espère-t-il voir à Matignon?
On pourrait garder Gabriel Attal. Je vois Attal, hein, de toute façon. Monsieur Mélenchon ou Monsieur Bayrou. Tout sauf Mélenchon. En tout cas, quelqu'un de la gauche, j'espère. Marine Tondelier. J'aime bien François Hollande. Et nous revient soudain cette formule, quand c'est flou, il y a un loup. Excellente nouvelle pour la démocratie. Les Français ont voté massivement hier. 66,6% de participation pour ce second tour. Un record depuis 1997. L'Assemblée nationale est désormais coupée en 3 blocs distincts. Voici quelques chiffres qui vont vous aider à comprendre ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Sophie Chevalreau et Soline Caffin. Des cris de joie, des drapeaux et pancartes fièrement brandis. Les électeurs de gauche célèbrent l'arrivée en tête du nouveau Front populaire. Mais la gauche est loin de la majorité absolue. Elle constitue l'un des 3 blocs qui divisent désormais l'Assemblée. Face à elle, le bloc présidentiel et celui du Rassemblement national. Arrivé 3e, le RN est toutefois le parti à avoir obtenu le plus de voix. Avec ses alliés, il en comptabilise au total plus de 10 millions. Pourtant, la carte des résultats où le RN est représenté en violet a bien changé entre le premier et le second tour. Comment expliquer une telle différence? Les désistements de candidats pour faire barrage au RN ont permis le report de voix sur des candidats de gauche et de la majorité présidentielle. Le Front républicain a porté ses fruits. Résultat, sur les 149 duels entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, la gauche en a remporté 88, soit plus de la moitié. Et sur les 134 duels entre un candidat du Rassemblement national et un candidat de la majorité présidentielle, l'effet est encore plus net. 112 ont été remportés par Ensemble. Une assemblée recomposée, mais des députés au profil sensiblement similaire. 49 ans de moyenne d'âge, une année de plus qu'en 2022. 36% de femmes, un point de moins que dans l'assemblée précédente. Par ailleurs, 70% des députés élus sont des députés sortants. Dans le brouillard épais de cette nouvelle donne politique, de nombreux Français se posent une question simple. Que peut faire le gouvernement de Gabriel Attal? Peut-il encore assurer la sécurité des grands événements, les Jeux Olympiques par exemple? Est-il condamné à gérer les affaires courantes sans pouvoir prendre d'initiative? Mathilde Guénégan, Thibault Petit et Kitrin Nguyen-Lang. Le gouvernement est-il démissionnaire? Concrètement, que peut-il faire en cette période de transition? J'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera. Il ne peut en être autrement à la veille d'échéances si importantes pour notre pays. Tant que la démission de Gabriel Attal n'est pas acceptée par le président, son gouvernement conserve toutes ses prérogatives. Techniquement, il pourrait présenter de nouveaux projets de loi. Le chef de l'État peut toujours convoquer le Conseil des ministres. Mais dans les faits, Gabriel Attal s'occupera principalement des affaires courantes, de la gestion des administrations, de la sécurité des Jeux Olympiques, jusqu'à la nomination de son successeur. Combien de temps peut durer cette période de transition? C'est le président de la République qui a tout entre ses mains. C'est lui qui signera le décret de fin de fonction et c'est lui qui, dans la foulée, désignera le décret de nomination du nouveau Premier ministre. J'imagine que les 2 actes seront sûrement pris le même jour. Mais l'agenda du président est chargé pour les prochains jours. Il s'envolera dès demain pour le sommet de l'OTAN à Washington. Il sera de retour pour la fête nationale. Le 18 juillet, c'est la rentrée officielle de la nouvelle Assemblée, soit à peine une semaine avant le début des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron n'a officiellement aucune date butoir, aucune échéance à respecter. Il nommera un nouveau Premier ministre quand il le souhaitera. Que va-t-il advenir des ministres qui viennent d'être élus ou réélus députés, comme Gérald Darmanin, Agnès Pannier-Runacher, pourront-ils siéger à l'Assemblée nationale dès le 18 juillet, tout en étant ministres? Notre Constitution oblige à un choix. Donc soit le ministre choisit le siège de député, soit il choisit celui de ministre, avec la possibilité de le récupérer ensuite, son siège de député. Au total, ce sont 17 membres du gouvernement qui devront trancher entre leur ministère et les bancs de l'Assemblée nationale. Certes, ce n'est pas la Bérésina annoncée il y a quelques jours, mais le camp présidentiel a perdu hier 85 députés. Il en reste 165, très loin d'une majorité absolue. Mais ces élus commencent déjà à être courtisés. Reportage dans le Tarn de Laszlo Gelabert, Elsa Assalit et Marion Laradet. 2 ans après avoir perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, le président renonce désormais à sa majorité relative. Le groupe Ensemble passe de 250 sièges à 165.
85 députés en moins donc. Mais contre toute attente, le camp présidentiel limite la casse et se maintient comme deuxième force parlementaire. Renaissance, en tout cas le bloc central, reste, malgré tout ce qui nous était prédit, une force très importante à l'Assemblée nationale. Dans cette circonscription du Tarn, le candidat Renaissance a été réélu de justesse avec 51% des voix. Parmi ces électeurs rencontrés aujourd'hui, certains l'ont choisi par conviction. Je pense qu'on a bien voté. Nous, par exemple, ici, on est touché par donc le manque de médecins. Et ce que j'aimerais bien qu'il change rapidement, c'est qu'on puisse trouver des médecins pour tout le monde. D'autres ont surtout voté pour faire barrage au Rassemblement national, après le désistement du candidat de gauche. On ne l'aime pas trop, mais on a quand même voté pour lui. Je sais que les gens en ont marre, peut-être du clivage droite-gauche, mais le Front National, c'est quand même l'extrême. Et ouais, ça fait peur, quoi. Un incroyable retournement de situation pour ce député. Au premier tour, son adversaire, soutenu par les LR et le RN, le distançait de 15 points. C'est évidemment un écart qui était très important, on le savait. On savait que ça nécessitait à la fois une forte mobilisation et aussi également une participation importante. Du côté des Français de l'étranger, à voter. La coalition présidentielle reste majoritaire dans 10 circonscriptions sur 11. Désormais, une question, qui pour diriger ce nouveau groupe de députés? Des poids lourds du gouvernement tentent déjà de les courtiser. Ce midi, Gérald Darmanin a déjeuné avec une trentaine d'élus. Gabriel Attal, lui, a convié des parlementaires du camp présidentiel à une réception organisée demain soir à Matignon. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Vous êtes président du MoDem, proche du président de la République. Le Premier ministre aujourd'hui a présenté sa démission. Emmanuel Macron lui a demandé de rester. Est-ce que ça peut durer longtemps? Ça durera, votre reportage l'a dit, aussi longtemps que le président de la République n'aura pas pris de décision. Et je pense qu'il observe le paysage comme vous. Mais des jours, des semaines? J'espère que des décisions seront prises, mais encore une fois, c'est le président de la République et le Premier ministre qui sont maîtres du jeu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de majorité. On est dans une situation dans laquelle il n'y a pas de vainqueur. Il y a des gens qui se proclament vainqueurs, mais il n'y a pas de vainqueur. Cette élection répondait à une question qui était simplissime. Est-ce que les Français voulaient, après le premier tour, et l'expression de leur mécontentement, est-ce qu'ils voulaient que le Rassemblement national ait la majorité absolue? Vous vous souvenez que c'était la question qui leur avait été posée. Et ils ont répondu non, et même non, non, non. Et donc, cette situation a fait que les forces qui avaient décidé d'être du côté de la résistance à cette dérive, ces forces-là ont créé entre eux une entente et ont voté les unes pour les autres. Vous parlez d'entente, M. Bayrou. Est-ce qu'avec l'accord du président de la République, aujourd'hui, vous êtes déjà en train de tenter de monter une coalition, une entente, appelez ça comme vous voulez? Pour l'instant, on n'en est pas du tout là, parce que vous avez vu... Si, vous avez eu des contacts aujourd'hui, je ne peux pas croire que vous n'en ayez pas eu. Forcément. Par une espèce de déviation de cette élection, un certain nombre de forces prétendent que les Français auraient voulu leur donner la prééminence sur l'autre. C'est ce que le rassemblement de gauche fait. Mais vous aussi. Vous dites, si on trouvait une centaine d'alliés ou d'amis, de circonstances. Ça n'est pas du tout ce que je dis. Je dis, les Français ont envoyé dans cette élection 2 messages. Le premier message, c'est non, nous ne voulons pas donner la majorité absolue à l'extrême droite. Et je suis persuadé qu'ils n'auraient pas voulu non plus donner la majorité à l'extrême gauche. Deuxième message. Et deuxième message, c'est entendez-vous. Nous vous donnons, nous Français, la mission, l'ordre de vous entendre. Est-ce que vous vous êtes rassemblés pour choisir avec nous le refus de l'extrémisme. Maintenant, il va bien falloir que vous sortiez de vos affrontements un peu puérils, pour dire la vérité, et que vous décidiez de travailler ensemble pour le bien du pays. Mais votre coalition, celle que vous appelez de vos voeux, il y aurait qui dedans et sur quel point? C'est très simple. Elle va de la gauche hors LFI jusque à la droite hors Front National, hors Rassemblement National. Et s'il y a des points pour vous, négociables ou non négociables? Je pense que... Des points de programme qui concernent les Français, les impôts, l'ISF, les retraites. Je pense qu'il n'est pas négociable
on défende un ordre républicain, y compris avec des décisions que les Français demandent sur des sujets essentiels. Il n'est pas négociable qu'on choisisse le destin européen de la France parce que c'est le seul moyen d'avoir un niveau de vie et de la croissance pour l'avenir. Il n'est pas négociable qu'on puisse chercher des institutions qui nous feront mieux vivre ensemble. Et vous savez que je défends depuis longtemps l'idée qu'une proportionnelle permettrait de vivre ensemble au lieu d'être dans le perpétuel affrontement. Il n'a pas répondu sur le point précis, les retraites. Vous pourriez renoncer à cette réforme des retraites ? Renoncer, non, mais... Amender, corriger. On peut réfléchir. Ok, réfléchir. Je m'exprime là à titre strictement personnel. Très bien. Mais moi, je pense qu'on peut réfléchir à des améliorations éventuelles. D'accord. Mais on ne peut pas accepter l'idée qu'on n'aura pas de réforme des retraites, parce qu'il suffit de lire les chiffres pour savoir que ça n'est pas viable, défendable. Merci beaucoup François Bayrou. Le schéma s'est reproduit dans des dizaines de circonscriptions hier. Le candidat Rassemblement National, à l'arrivée très largement en tête au premier tour, a finalement été battu. Conséquence des désistements entre les autres partis. C'est le cas par exemple à Dijon, en Côte-d'Or, où se sont rendus aujourd'hui Hervine Blonze et Grégory Martin. Élue grâce au barrage républicain, Caroline Hervieux du Nouveau Front Populaire a bénéficié d'un report de voix après le désistement d'un candidat de la majorité présidentielle. Colette a pour la première fois mis un bulletin de gauche dans l'urne, pas par conviction. J'ai voté contre le Front National surtout. Je ne voulais pas que le Front National passe et c'était une victoire écrasante de mon côté. J'étais très satisfaite. J'espère que le nouveau gouvernement qui va se mettre en place va trouver des accords surtout. Fabien l'espère aussi. Ce jardinier déçu de la politique d'Emmanuel Macron vote désormais à gauche. Qu'est-ce que vous attendez de la gauche au pouvoir ? Tout ce qu'ils ont promis. SMIC à 1600, c'était ça qu'ils ont promis. En fait, on va dire le pouvoir d'achat et l'insécurité aussi de toute façon. Ouais. La gauche va pouvoir le faire, ça ? La gauche ? Oh oui, parce que c'est des mesures sociales, donc ils peuvent le faire. Ici, il n'y avait pas eu de député de la gauche depuis 1988. Un soulagement pour Nathalie. J'ai eu un peu peur, oui, bien sûr. Plutôt bonne surprise, mais on ne va pas s'emballer parce que c'est quand même un résultat important pour le Rassemblement National. La deuxième circonscription de Côte-d'Or se partage entre la ville, avec plusieurs quartiers de Dijon, et la campagne, avec des petites villes comme Auxonne. Dans ce café, nous rencontrons Patricia, convaincue par le programme de la candidate de l'Union de la gauche. Elle a principalement au départ mis l'accent sur la santé, l'hôpital, tous les services médicaux. Même vote pour Alice, 24 ans. Elle revient d'1 an en Italie et ne souhaite pas voir la France suivre la même trajectoire politique. J'ai vu un peu les résultats de l'extrême droite en Italie et ça ne m'a pas du tout convaincue. J'ai pas forcément aimé les nouvelles lois qui sont passées, notamment par rapport aux droits des femmes, et du coup je me suis dit que c'était pas un vote qui me correspondait. Battre à tout prix le Rassemblement National pour la majorité des électeurs de cette circonscription a aussi permis à Catherine Hervieux d'être élue à sa 6e tentative. La gauche, arrivée en tête de ce second tour, revendique le poste de Premier ministre, mais elle n'a pas la majorité absolue, il lui manque une centaine de sièges, et au sein même de ce bloc de gauche, les avis divergent pour trouver un nom et une ligne directrice. Henri Dreyfus et Thierry Gippet. Ils arborent un sourire de vainqueur. Cet après-midi, devant leur QG, les leaders de la France insoumise se disent prêts à assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous nous préparons à gouverner, nous nous préparons à appliquer le programme qui est le nôtre. Mais LFI va devoir tenir compte de ses alliés, qui pèsent désormais davantage au sein de la coalition. Il y a 2 ans, un député sur 2 était insoumis dans la NUPES. Aujourd'hui, il pèse proportionnellement moins, avec l'arrivée de nouveaux députés socialistes et écologistes. Avec ce nouveau rapport de force, comment se mettre d'accord et qui choisir pour Matignon? Selon la patronne des écologistes, surtout pas de précipitation. On ne peut pas faire croire aux gens que dans la situation politique inédite qui est la nôtre, d'un claquement de doigts, on va sortir avec un Premier ministre, un gouvernement, tous les postes à l'Assemblée répartis par magie, par la main invisible du marché. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un mois, ils se sont déjà accordés en un temps record sur un programme commun. Oui au SMIC à 1600 €, à l'abrogation de la réforme des retraites et au rétablissement de l'impôt sur la fortune. En revanche, plusieurs désaccords subsistent, notamment sur les modalités d'un nouveau système de retraite, le nucléaire ou le soutien à l'Ukraine.
Et même en dépassant ces divergences, il faudra encore trouver des alliés pour constituer une majorité absolue. Le Parlement va devenir moteur dans cette période. Donc ça va obliger à chercher, texte par texte, des majorités. C'est ça qui va se produire. Les discussions entre leaders du nouveau Front populaire ont débuté la nuit dernière et doivent se poursuivre ce soir à l'abri des caméras. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Gilles Boulot. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui à l'abri des caméras, mais face aux caméras, il y a un court instant, ici même, François Bayrou vous a tendu la main. Oui, dit-il, à une coalition qui irait évidemment jusqu'à la gauche, à l'exception de la France insoumise. Est-ce que cette main tendue, vous l'acceptez? Mais vous comprendrez qu'il y aurait une forme de tête-à-queue électorale. En fait, nous sommes dans une situation où, à 3 reprises, aux élections européennes, au premier tour puis au second tour de l'élection législative, le pouvoir sortant a été battu et les Français ont exprimé leur volonté de rejeter la politique conduite depuis 7 ans. Et donc, comment voulez-vous que les Français comprennent que d'un seul coup, nous nous retrouvions ensemble pour gouverner à l'exclusion d'une partie de ceux qui ont fait campagne avec nous? Il y a là quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Donc vous lui dites non? Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a aujourd'hui une nécessité de travailler différemment. Il faut changer de méthode. Que s'est-il passé? Nous avons d'abord eu une magnifique réaction de l'opinion publique des Françaises et des Français qui ont rejeté massivement l'extrême droite dimanche dernier. Grâce à l'aide de ceux avec lesquels vous ne voulez pas faire de coalition. Mais grâce à l'aide du je vous rappelle, Gilles Boulot, que nous avons été l'instrument du barrage au premier tour. C'est d'abord le Front populaire qui a été en fait l'instrument pour repousser l'extrême droite au premier tour. Et au deuxième tour, c'est nous qui avons appelé à ce barrage républicain qui a très bien fonctionné. Et donc, d'une certaine façon, ils nous doivent, y compris le résultat qu'ils ont aujourd'hui. Mais que devons-nous faire maintenant? Nous devons chercher à la fois, tout simplement, à ce que le président reconnaisse sa défaite, parce que si personne n'a complètement gagné, on sait qui a perdu. Au premier tour, c'est la majorité sortante. Au deuxième tour, c'est l'extrême droite. Et il y a une force que les Français ont placée en tête, c'est le Front populaire. Donc cette force-là a maintenant une immense responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit à la fois être responsable et suffisamment humble pour reconnaître le fait qu'elle n'est pas majoritaire absolue. Donc ça suppose que le Parlement retrouve complètement sa place et que nous ayons la capacité à la fois d'avoir un gouvernement qui propose et ensuite un Parlement qui dispose. Soyons concrets, Olivier Faure. Et c'est l'endroit où se noueront les compromis. Avec qui êtes-vous prêt à toper pour faire un accord de gouvernement, pour faire une majorité? Marine Tondelier et Raphaël Glucksmann disent pourquoi pas avec des élus du camp Macron s'ils sont ouverts d'esprit. Vous ne dites pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur quelle base? Par exemple, François Bayrou, il y a un instant. Mais moi, je ne suis pas dans les combines. Sur la réforme des retraites, ce n'est pas une combine, c'est important. Sur la réforme des retraites, je suis prêt à faire des aménagements, des reculs et à discuter, par exemple, avec Olivier Faure. Non, mais là-dessus, il faut revenir à des choses simples et claires. Il y a 80% des Français qui rejetaient cette réforme. Elle a été imposée par le biais d'un 49.3. Et on voudrait maintenant dire, finalement, on ne va rien toucher. Mais comment les gens comprendraient? Mais moi, j'ai été élu. Je suis prêt à y toucher, je suis prêt à amender. Il a dit, je suis prêt à amender aux marges. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas aux marges. Il faut revenir sur l'âge légal et il faut revenir à la situation antérieure. Si François Bayrou est prêt à le voter, ça sera une façon de concevoir au fur et à mesure à qui peut s'élargir cette majorité. Mais cette majorité ne peut pas résulter d'arrangements de couloirs avec des gens qui se mettraient d'accord pour se partager le pouvoir. Moi, je n'ai aucune ambition particulière là-dessus. Je ne suis pas en train de faire des combinations, en train de me demander comment est-ce qu'on va réussir à aller prendre un bout de machin, un bout de truc. Non, c'est pas notre histoire. Très simple. Pour le bien du pays, en ces temps de péril et d'incertitude, est-ce que vous êtes favorable au maintien de Gabriel Attal comme Premier ministre jusqu'à, disons, la fin de l'été, la fin des Jeux Olympiques? Mais tant qu'il n'y a pas de proposition faite par le nouveau Front populaire, il est logique que les affaires de l'État continuent. Et donc, mais dès lors que le président de la République recevra une proposition qui lui sera faite par le Front populaire, il devra aussi se résoudre à l'idée qu'il n'a pas gagné l'élection et même il l'a perdu. Oui, mais Gabriel Attal, ce matin lui-même, a présenté sa démission. Que vous présenteriez-vous le nom d'un Premier ministre de gauche avant la fin de semaine, ça tient toujours. Vous êtes toujours sur ces rails-là. Début de semaine prochaine, je ne sais pas au jour près. Mais oui, effectivement, nous devons ne pas laisser s'imposer une forme de vide dans lequel le chef de l'État s'engouffrerait. Nous avons une responsabilité très particulière. Et depuis un siècle que les socialistes existent, nous avons toujours pris nos responsabilités. Merci. Et nous le ferons
cette fois-ci encore. Merci beaucoup, Olivier Faure. Après 2 scrutins dont il était sorti grand vainqueur, les européennes le 9 juin, le premier tour de ces législatives, il y a une semaine, le Rassemblement national n'est donc arrivé qu'en 3e position hier soir. Comment les électeurs, les sympathisants du RN ont-ils réagi? Regardez le reportage dans le Pas-de-Calais et en Ille-et-Vilaine de Vincent Lameau, Sébastien Guerche et Tanguy Jouard. Les électeurs du Rassemblement national s'attendaient à voir Jordan Bardella Premier ministre. Ils sont aujourd'hui déçus et surpris des résultats. À chaque fois que le RN monte, il y a un barrage soi-disant républicain. C'est très frustrant. Vu les résultats des européennes et du premier tour, j'en revenais pas. J'ai eu beaucoup d'espoir. Des illusions aussi à l'échelle de cette circonscription d'Ille-et-Vilaine. Le candidat du Rassemblement national est sorti en tête du premier tour. Il a finalement été battu au second par la candidate du nouveau Front populaire qui a bénéficié d'un report de voix. Énorme frustration. Ouais, la colère, puis le dégoût. Moi, je vous avoue, hier, je me disais même, j'ai honte d'être française. Laetitia a l'impression qu'on lui a volé son élection. Elle conteste le mode de scrutin qui n'a pas été favorable au RN. Il y a quand même 10 millions de personnes qui ont voté RN aux élections. Et on regarde les autres, ils sont qu'à 7 millions. Donc je pense que je ne suis pas la seule aujourd'hui à être en colère. Même sentiment à 630 km de là dans le Pas-de-Calais, un département qui a largement voté pour le parti de Marine Le Pen. Dans cette circonscription, la candidate du RN est arrivée en tête, mais cette victoire est gâchée par le résultat national. C'est beau, c'est bien pour elle. Mais bon, est-ce que ça va changer quelque chose pour nous? Non, donc... Pas vraiment encore une victoire. La victoire, je crois que ça sera quand le RN il va passer. Depuis ce matin, Nathalie commande ce second tour avec ses clients. Mais bon, en 2027, les Français vont peut-être réaliser. Parce que les retraités, c'est des riches. Voilà, ouais. Elle, qui voyait son parti aux commandes du pays, ne comprend toujours pas. De toute façon, à chaque fois, c'est ça. Côté marine, tout ça, on est toujours bien monté. Et puis, au dernier moment, ça y est, les Français, ils se retournent. Et, je sais pas pourquoi ils font ça. Ils ont peur, je sais pas, mais... Tous ces électeurs attendent désormais de savoir qui sera nommé à Matignon. Malgré plus de 10 millions de voix au second tour, le Rassemblement national voit s'éloigner la perspective du pouvoir. Ses dirigeants dénoncent les alliances contre nature entre les autres formations politiques. Que peut faire à présent le parti de Jordan Bardella et de Marine Le Pen? Alison Tassin, Léonard Attal et Vincent Abelaneda. Au siège du RN, dans le 16e arrondissement de Paris. Marine Le Pen, vous avez bien dormi malgré les résultats? Très bien. La réunion du bureau exécutif s'apparente à un examen de conscience. Jordan Bardella avait prévu de devenir Premier ministre. Son parti finit 3e de ces législatives. On met toujours des erreurs, j'en ai commises, nous en avons commis et j'assume ma part de responsabilité tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier. Le Rassemblement national a-t-il péché par excès de confiance? Des cadres reconnaissent certaines candidatures bâclées, des profils douteux. On avait peut-être, nous, une dizaine de gens qui peut-être on n'aurait pas dû y être, c'est sûr. On regardera en face et les Français se rendront compte. Vous regarderez mieux la prochaine fois. Même exégèse pour le programme. La mesure visant à interdire certains métiers aux binationaux pourrait être supprimée, considérée comme ayant trop monopolisé la campagne. En 3 mots, nous sommes prêts. Mais en façade, le RN veut positiver, capitaliser sur sa progression. De 88 députés en 2022 à 143 avec ses alliés aujourd'hui. Plus de 10 millions de voix recueillies au second tour. La marée monte. Elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci, mais elle continue à monter. Et par conséquent, notre victoire, en réalité, n'est que différée. Le RN s'installe aussi en réalisant le grand chelem, c'est-à-dire en remportant tous les sièges dans 10 départements, dont Lyon et le Tarn-et-Garonne. Et comme tout parti installé, il voit également 7 de ses députés sortants non réélus. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Monsieur Boulot, merci de votre invitation. On a entendu un instant vous-même, vous avez reconnu des erreurs dans cette campagne, des erreurs de casting entre autres. Quelles erreurs précisément avez-vous commises ? Quand on est le chef, on assume à la fois ce qui va dans le bon sens et nous sommes en cela la première force politique du pays avec 10 millions de voix, 37% des Français qui nous ont exprimé leur soutien, mais ces accords électoraux passés entre messieurs Macron et Mélenchon nous empêchent d'accéder aux responsabilités pour cette fois.
Et puis j'assume aussi lorsqu'il y a des erreurs. Il y a eu sur les 600 candidats, près de 600 candidats, 577 que nous avons investis, quelques erreurs de casting qui, je crois, ont donné... Pas quelques, 50 sur 500 non, candidats. Je veux bien qu'il y ait eu quelques erreurs de casting, mais il n'y en a pas eu 50 qui ont donné, je crois, une mauvaise image de notre mouvement et une image qui ne correspondait pas à mes valeurs, à mes convictions, à ma ligne politique. Nous allons travailler, encore travailler, toujours travailler pour que la prochaine soit la bonne. Mais c'est vous-même qui avez, en quelque sorte, saboté l'image d'un parti de gouvernement responsable. C'est vous-même qui avez nommé ces gens, un conspirationniste, un anti-vax, une femme avec une casquette nazie. Ouais, enfin la différence, évidemment, je condamne, je me suis exprimé là-dessus. Oui. Il a fallu investir en 48 heures 577 candidats. L'immense majorité, 99% de nos candidats sont des fonctionnaires, des salariés, des hauts fonctionnaires, des étudiants, des retraités, des soignants, des policiers, des gens qui représentent le peuple français. Et puis il y a eu ces quelques erreurs de casting que nous payons très cher. Il y a juste une différence, c'est que dans mon mouvement politique, dans mon organisation humaine que je préside, quand j'ai des erreurs de casting, je les exclus. À gauche, ils ont été investis. La gauche a fait élire un fichier S, des gens qui légitiment l'antisémitisme, l'islamisme dans notre société. Vous l'avez rappelé à M. Mélenchon il y a quelques jours. Voilà, nous, on paye ça plus cher. Double question. Ceux qui ont été élus, certains ont été élus, ils vont rester au RN ou ils seront chez les non-inscrits à l'Assemblée nationale? Non, il y a une personne qui a eu, parmi ces quelques heures de casting, encore une fois, qui a eu des propos que moi je ne partage pas, qui ne reflètent pas ma ligne politique. Il siégera pas dans le groupe du Rassemblement national. Et les autres seront exclus du Encore une fois, pardon, on a aujourd'hui 143 députés. C'est un nombre de députés historique dans l'histoire du parti. Et le grand paradoxe de cette élection, à cause de ces accords électoraux et ces arrangements entre messieurs Macron et Mélenchon, de cette alliance un peu contre nature, avec 37%, la France a voté à droite, elle a voté patriote, le RN ne gouverne pas, avec 25% des voix, l'extrême gauche est aux portes du pouvoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont un peu déçus et qui ne comprennent pas ces arrangements contre nature. Mais revenons à vous. L'opprobre jeté par vous-même et plusieurs membres du Rassemblement national sur les binationaux, vous ne le referez pas? C'était aussi une erreur? On ne parle pas de personne, on parle là de points de programme. Monsieur Boulot, très honnêtement, je ne comprends pas l'acharnement médiatique que j'ai subi sur cette proposition. J'ai indiqué très clairement que je n'entendais jamais remettre en cause la double nationalité. J'ai juste dit une chose, il faut des contrôles très renforcés sur la nationalité de certains postes clés. Et j'ai donné cet exemple, on n'imagine pas dans le contexte actuel un franco-russe à la tête d'une centrale nucléaire ou un franco-chinois à la tête des services de renseignement français. Et on a, c'est vrai, cherché à me faire payer très cher une polémique que je n'ai pas créée, qui n'a pas eu lieu, mais ce n'est pas très grave. Moi, je vais continuer à me battre. Cette victoire, elle est différée. Le Rassemblement national ne cesse de progresser et je veux continuer à rassembler tous les Français, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur choix politique passé. Je veux leur dire que la victoire est à portée de main. Il va falloir se battre, travailler encore et je suis prêt à me battre à leur côté. En attendant, le Rassemblement national a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée. Vous êtes le parti le plus important. Qu'est-ce que vous allez faire? Aucune coalition, aucun arrangement? Vous allez rester dans votre coin pendant 1 an, pendant 3 ans? Emmanuel Macron a pris la décision de jeter le pays dans les bras de l'extrême gauche, avec qui il a fait alliance durant cette élection. Il y a un climat d'incertitude. Il est évident que d'ici 1 an, le président de la République, ce sont nos institutions, ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Je ne sais pas ce qu'il va se passer dans les prochains mois. Ce que je sais, c'est que nous serons là et que nous allons préparer l'alternance. Parce que l'enseignement de cette élection, c'est qu'il y a un parti unique qui a émergé, qui va de M. Poutou à Édouard Philippe. Et face à ce parti unique, moi, je porte l'alternance. Nous allons continuer de nous battre à l'Assemblée nationale pour le rétablissement de la sécurité, la maîtrise de l'immigration, l'accès aux services publics et surtout, et c'est mon combat, je dirais vital, le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Parce que en faisant ce choix, Emmanuel Macron a paralysé le pays. Et je pense que empêcher un mouvement politique, l'empêcher d'arriver au pouvoir comme ils font avec le mien, ça ne peut pas être un projet viable pour les Français. Donc eux, ils font de la tambouille politicienne et moi, je vais continuer à me battre pour le pays et pour les Français. Merci Jordan Bardella d'avoir accepté notre invitation. Ces élections législatives ont bouleversé, on l'a dit, le paysage politique. Mais que peuvent-elles changer pour les Français dans les prochaines semaines sur les fiches de paye, les factures d'énergie, l'âge de départ à la retraite? On en a parlé. Guillaume Bertrand et Frédéric Mignard. C'était au cœur des promesses électorales. Le pouvoir d'achat va-t-il enfin augmenter? À la sortie de ce supermarché, c'est la question qui occupe tous les esprits. Je vis le quotidien comme je peux. Pas toujours facile, comme tout le monde. Beaucoup est dans cette situation-là. Donc je ne sais pas si ça changera vraiment quelque chose. On espère que le SMIC va augmenter déjà pour que les gens puissent acheter au moins le minimum vital. Difficile à savoir. Tant que le nouveau gouvernement n'est pas nommé, ce sera à lui de le décider.
Une chose est sûre, le SMIC est revalorisé automatiquement tous les 1er janvier. Mais il peut l'être une seconde fois dans l'année si l'inflation est trop forte, comme en ce moment. Ça serait bien. L'électricité baisse également, le gaz, en fait, plein de choses doivent changer. Ce n'est pas pour tout de suite. Au contraire, le prix de l'électricité va même augmenter le 1er août prochain, comme prévu. Ce n'est pas ce qu'espérait cette gérante de pressing. Pour faire face au coût de l'énergie, elle doit faire payer ses clients plus cher. La priorité, c'est l'énergie. Oui, c'est l'énergie. Parce que nous, on peut très bien fermer. Si on n'aurait pas mis la contribution énergétique, on faisait comme les boulangers, certains boulangers qui sont fermés. Le prix de l'électricité est redéfini tous les 6 mois. Mais comme pour le gaz ou le carburant, il est possible de bloquer les tarifs. C'est une mesure d'urgence, temporaire seulement. Ce sera au nouveau gouvernement de le décider. Justement, dans l'attente de sa nomination, la réforme du chômage a été suspendue jusqu'au 31 juillet. Elle devait réduire la période d'indemnisation. Sera-t-elle pour autant abandonnée? Cette demandeuse d'emploi a du mal à s'y retrouver. À voir, reste à voir. Voilà, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas me projeter en disant oui, c'est super. Autre réforme, même incertitude, celle des retraites. Avec sa mise en place, Céline doit travailler 2 ans de plus. Au lendemain des élections, elle s'interroge, pourra-t-elle partir plus tôt? Moi, je sais que j'ai 50 ans et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait vraiment pas. On met de l'argent de côté parce qu'effectivement, on ne sait pas comment sera l'avenir en fait. C'est inquiétant. Vous allez être très attentif, j'imagine, à ce qui va se passer dans les prochains mois. Ah, oui. La réforme est en vigueur depuis le 1er septembre de l'année dernière. Il faudrait un décret pour la modifier en partie ou un vote du Parlement pour l'abroger. Parmi les nouveaux députés et ceux qui ont échoué hier, des personnalités connues. Une ancienne première ministre, des insoumis en rupture de banc, un ancien chef de l'État. Certains se retrouveront sur les bancs de l'Assemblée le 18 juillet prochain à 15h. Marie Croxel et Juliette Bondil. Sa victoire a une saveur particulière. Merci d'être venu. Alexis Corbière s'impose au terme d'un duel fratricide contre une candidate investie par LFI. Il faudra que le Front populaire continue à travailler, soit démocratique, fonctionne pour véritablement être à la hauteur des attentes des Français. Évincés eux aussi par Jean-Luc Mélenchon, Daniel Simonet et Andric Davy l'emportent, tout comme le discuté Raphaël Arnaud, fiché S pour son activisme au sein de la mouvance antifasciste. Elle avait brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Rachel Keke a perdu face au LR Vincent Jeanbrun. Ceux qui aspirent à défendre ce bien commun qu'est la République française, ceux qui ne sont pas dans l'outrance, ceux qui ne sont pas dans la violence, ont gagné ce soir. Au premier tour, la vague RN leur a donné des sueurs froides. Laurent Wauquiez et Olivier Marleix se l'ont finalement emporté. Dans le camp présidentiel, le ministre Stanislas Guerini et son ancien collègue Olivier Véran n'ont pas résisté. Sans surprise, le contesté président LR Éric Ciotti est lui facilement réélu. Lorsqu'une partie de la droite refuse de s'unir, elle reste indéfiniment aux portes du pouvoir. Malgré leur dérapage sur les binationaux et des propos jugés racistes, les élus RN Daniel Grenon et Roger Chudeau retrouvent leur siège. Les électeurs ont en revanche écarté 3 personnalités. Marie-Caroline Le Pen, battue d'un cheveu, Meyer Habib et Jean Lassalle. L'ancienne ministre de Lionel Jospin, Dominique Voynet, signale son grand retour. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Gilles Boulot. Vous représentez les Républicains, 4e force politique à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes un homme courtisé? Est-ce que vos nouveaux élus sont courtisés? On imagine que oui, pour faire l'appoint peut-être. Oui, mais ça ne peut pas marcher. J'entends parler depuis le plateau, le début du 20h, votre journal télévisé, de coalition. Ça, c'est un doux rêve. Pour 2 raisons. Une raison arithmétique, une raison politique. La raison arithmétique, c'est que si nous, on s'ajoutait aux macronistes, j'entendais M. Bayrou ici, il y a quelques instants, c'est 70 voix de moins, en tout cas pour la majorité absolue. Ça ne fait pas une majorité absolue. Mais si on prolonge jusqu'au centre-gauche, voilà, jusqu'à des socialistes, vous trouveriez éclairé? C'est la raison politique. Ça ne marche pas. Vous ne voulez pas? Gilles Boulot, est-ce que vous me voyez, franchement, gouverner avec François Hollande, avec des hommes et des femmes de gauche? On est d'accord sur rien. Eux veulent plus d'immigration, nous on en veut moins. Ils veulent plus d'impôts, on en veut moins. Ils veulent, nous,
Ils veulent plus de dépenses publiques et on en veut moins. Ça ne fonctionne pas, ça. La politique, ce sont des convictions. Et nous, ce qu'on pense pour la France, pour redresser la France, c'est moins d'impôts, moins de charges, moins de normes, et puis surtout moins d'immigration et plus de fermeté. Mais vous, votre sort, le sort de votre parti, certains de vos amis vous ont quitté pour rallier le Rassemblement national. Vous ne craignez pas que ça continue à se déliter? Vous étiez 150, vous êtes 60, vous serez 30 la prochaine fois. Vous ne pensez pas que vous allez être abandonné par vos troupes? Non, à une condition, il faut tout refaire. Je pense que la marque LR est morte. Et je pense qu'il faut reconstruire un grand parti de droite pour la France, parce qu'on est les seuls à proposer aux Français, à la fois sur le plan économique, plus de liberté, plus de fermeté, d'autorité pour l'ordre public. Et je pense qu'il faut s'attaquer à cela, faire en sorte qu'il y ait une droite qui propose que le travail paye plus que l'assistanat, qui propose qu'il y ait plus de fermeté, moins de laxisme vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de la délinquance, qu'il y ait une école qui enseigne nos valeurs, qui transmette notre héritage, une nation qui rassemble, alors qu'on a une France qui est profondément divisée, avec des Français qui n'ont pas accès ni aux soins ou aux mêmes services publics. Il y a qui dans ce nouveau parti que vous appelez de vos voeux? Mais il y a tous ceux et celles qui partagent notre projet, nos convictions. Il y a Édouard Philippe? Il pourrait y avoir Édouard Philippe, il pourrait y avoir Gérald Darmanin? Pour l'instant, ils ont fait un autre choix. Ils ont fait le choix du « en même temps ». Mais vous les avez appelés? Ils ont fait le choix du macronisme. Le macronisme, c'est et de gauche et de droite. Et ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que... C'est pas une marque d'infamie, donc il pourrait, le cas échéant, revenir chez vous. Mais sur notre propre ligne, sur nos propres convictions. Et j'observe que, regardez, avec Emmanuel Macron, ça n'est pas parce que Bruno Le Maire était de droite qu'il n'y a pas eu 1000 milliards d'euros d'endettement supplémentaire. Ça n'est pas parce que Gérald Darmanin était de droite qu'il n'y a pas eu moins d'immigration. C'était l'inverse, il y a eu plus d'immigration. Donc il a déjà un nom, ce nouveau parti? Vous y avez pensé? On le trouvera, mais ce qui est important, c'est la ligne que je viens d'exprimer. Ce sont des convictions. La politique ne peut pas se résumer à de la petite cuisine, à de la tambouille, à la course à la gamelle. La politique, c'est justement de proposer à la France quelque chose de nouveau. Et là, j'ai entendu les intervenants ici, il y avait 3 nuances de gauche. Ils veulent tous à peu près plus de dépenses. Voilà. Nous, on est les seuls à proposer plus de fermeté, d'autorité pour l'ordre public, mais en même temps, pour l'économie, une économie qui respire un peu, parce qu'il y en a marre pour les chefs d'entreprise, les agriculteurs, les commerçants, les artisans. Voilà. Merci beaucoup, Bruno Retailleau. Merci. Pour retrouver tous les résultats commune par commune, circonscription par circonscription, vous pouvez scanner le petit QR code que vous voyez qui s'affiche en bas de votre écran.